Est-ce que la République démocratique du Congo a encore les chances de jouer la phase finale de la Coupe du Monde qui va se jouer en Amérique, notamment aux États-Unis d'Amérique, le Canada et le pays mexicain? On va le savoir tout au long de notre émission, surtout après ces deux derniers matchs. Une victoire arrachée à Djouba face au Soudan du Sud sur le score de 4-1 et une défaite in extremis ici à Kinshasa face au Lion de la Teranga du Sénégal, 3-2. Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue dans Innov Télévision. Ce soir, nous allons chercher le problème. En tout cas, on va pas peut-être trouver la solution, mais on va chercher le problème, ce qui a fait que la RDC puisse quitter cette première place des éliminatoires de la Coupe du Monde avec deux invités. Mais on va aussi se poser la question de savoir, est-ce que par magie, la RDC ou administrativement, la RDC peut retrouver la première place de cette Coupe du Monde? On va pas rester sur ces suppositions, mais on va en parler quand même tout au long de notre émission. Voilà la raison pour laquelle nous avons invité les deux analystes, et ils sont aussi journalistes. Patrick Bouéré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent de partout dans la ville de Kinshasa. Ça fait un peu mal quand on prend la parole pour débriefer un match où on pensait avoir justement un résultat positif. Quand je parle d'un résultat positif, puisque la RDC avait besoin d'une victoire ou d'un match nul pour se rassurer et de rester à la première position. Mais malheureusement, un scénario qui restera gravé à jamais dans nos mémoires, puisque nous avions assisté dans cette rencontre, nous avons assisté justement dans la tribune de presse à cette désillusion de la République démocratique du Congo, un remake, un bis répétitation, on peut le dire, de 2017 où on menait 2-0, on s'est fait rattraper justement de la plus mauvaise manière possible, on peut le dire, et on s'est fait dépasser au score par les Lions de la Teranga du Sénégal. Jusqu'à présent, je me vois comme si j'étais dans un rêve. Je suis en train de me dire, est-ce vraiment réel ce qui s'est passé hier, mardi dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte? Mais bon, on doit accepter les résultats puisque c'est le football. Mais on doit, comme vous l'avez bien souligné au sommaire de cette émission, essayer de dire, de pointer du doigt les responsables et ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché de l'autre côté, ça sera le confrère Déo Matumona. Bonsoir Déo. Bonsoir Joyce, bonsoir Patrick, bonsoir à vos téléspectateurs. C'est ça l'exigence du métier. Même quand vous êtes blessé, dans votre profond sommeil, il faut toujours vous réveiller et aller faire les travails. Mais commis deuxième fois. Ah oui, ça vous savez. Allez, je suis autant heureux d'être là sur Innov TV. Chemin faisant, quand je venais, je me suis dit, je me rendais dans un temple de raisonnement, dans un temple de réflexion. Nous allons essayer de réfléchir, essayer d'établir les responsabilités possibles à chaque niveau pour que les années à venir soient meilleures. Les années à venir soient meilleures. On va essayer d'établir, oui, les responsabilités. Pourquoi la RDC a perdu ces matchs? Certainement, ce ne sont pas les paroles bibliques, mais ce sont les analyses relevées sur le fait, puisque les trois journalistes présents sur ces plateaux étaient dans le stade, ils ont vécu les matchs, ils ont vécu tout ce qui s'est passé mardi dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. On va essayer d'en parler tout au long de notre émission avec peut-être preuve à l'appui. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous vous laissons entre les bonnes mains de Claudia Mangula et Samuel Moutoni pour cet élément et on se retrouve juste après. Le choc tant attendu entre la RDC et le Sénégal, comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, s'est soldé par une cruelle désillusion pour les Léopards. Battus 2-3 au stade de Martyrs, les hommes de Sébastien Desabre ont vu s'éloigner l'occasion de frapper un grand coup dans la course à la qualification. Le scénario fut d'autant plus qu'amer que la RDC avait les moyens d'accrocher un meilleur résultat. Plusieurs occasions franches ont été manquées, laissant un goût d'inachevé à un public venu en nombre. En conférence de presse, le sélectionneur congolais a reconnu
la déception, mais s'est montré résolument tourné vers l'avenir. Les Léopards ont la possibilité de se qualifier à la Coupe du Monde avec les 2 prochains matchs qu'on aura à livrer respectivement contre le Togo et les Soudans. Cela ne peut être possible qu'avec un éventuel faux pas du Sénégal. C'est une déception, on n'est pas éliminé, a affirmé Sébastien Desabre. Pour l'instant, la RDC n'est plus maître de son destin. Selon les règlements de la FIFA, seul le premier des groupes se qualifie directement. Le dernier espoir des Léopards, à défaut de redevenir premier du groupe B, serait de figurer parmi les 4 meilleurs deuxièmes du continent pour disputer le barrage. Ce mini-tournoi verra s'affronter les 4 meilleures nations positionnées deuxième dans 2 demi-finales, puis une finale sur un match unique. Les vainqueurs finales participera ensuite au tournoi mondial de barrage de la FIFA. À 2 journées de la fin, l'équation reste compliquée mais pas impossible. Les Léopards devront montrer un visage conquérant face au Togo et au Soudan, s'imposer sans calcul et espérer que les destins leur ouvrent la porte du rêve mondialiste. Nous sommes de retour sur ces plateaux Samedi Sport chaque samedi à partir de 20h50 et ce soir nous allons parler de la rencontre RDC Sénégal, pourquoi pas RDC Soudan du Sud, même si ça sera pas avec beaucoup de temps. Bien sûr, on va rester sur la rencontre Sénégal RDC, match qui s'est soldé sur le score de 2-3 en faveur bien sûr aux Lions de la Teranga. D'abord, on va commencer premièrement par donner des amuse-gueules à nos invités. On va avoir leurs premiers avis par rapport à ces matchs. Et puis, nous allons prendre un reportage qui va retracer en tout cas la journée d'avant-match et aussi le jour du match, voir tout ce qui s'est passé. Et nous reviendrons alors pour parler autre chose, toujours dans le cadre de notre émission qui parlera éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Patrick Bouéré, RDC. Après cette défaite, on se retrouve à la 2e place. On va batailler pour une place au barrage. Oui, bien sûr, même si on peut le dire sur le plan mathématique, la République démocratique du Congo a toujours ses chances pour avoir une place qualificative parce qu'il reste 2 journées. On doit se le dire, oui, on est dubitatif sur le fait de dire que le Sénégal reste avec 2 rencontres où en face, il y a des adversaires préinables pour les Sénégal, pour un pays qui a fait plus de 20 matchs sans défaite. On voit très mal les coéquipiers de Sadio Mané pouvoir perdre cette place qualificative à la Coupe du Monde, mais on les reste en tant qu'analyste, on le sait que mathématiquement parlant, la République démocratique du Congo n'a pas encore perdu sa chance pour avoir une place qualificative, même si ça reste difficile, mais pas impossible. Et, oui, il y a encore une possibilité sur le plan, parce qu'il y a une place, vous l'avez bien souligné, il y a cette 2e place pour le meilleur classé qu'il faut aller chercher. Il y a obligation pour les hommes de Sébastien Desabre de pouvoir s'imposer lors des 2 dernières journées pour assurer cette 2e place. Ça reste le football, il faut aller jusqu'à la fin, comme l'a dit le sélectionneur Sébastien Desabre en conférence de presse d'après-match. Il faut pas perdre espoir parce que oui, le Sénégal à un certain moment s'est retrouvé en seconde position avant de s'imposer face à la République démocratique du Congo. S'ils avaient dit que c'était impossible de se qualifier, alors ils allaient perdre cette opportunité qu'ils ont justement retrouvée hier en battant la République démocratique du Congo. Donc, il faut toujours continuer à y croire en ses chances, on ne sait jamais. Le football réserve toujours des surprises. On a vu des grandes nations perdre en face aux petites nations. On ne sait jamais. En tout cas, pour moi, je dis que la République démocratique du Congo doit continuer cette mission jusqu'au coup de sifflet final de la dernière rencontre. Est-ce que vous partagez l'avis? Est-ce que vous êtes aussi conscient ou encore vous avez foi à une qualification vers la Coupe du Monde tout en étant premier, bien sûr? Si, ça, il faut pas oublier que le Sénégal va jouer ses 2 derniers matchs. Ça sera d'abord le 5 octobre face au Soudan du Sud à Djouba et le 12 octobre à domicile face à la Mauritanie. Est-ce que les 2 matchs, même si le football peut nous réserver des surprises, le Sénégal, je sais pas, est-ce qu'on peut espérer un trébuchement de Sénégalais pour repasser devant? Jules Romain, un écrivain français, en 1923, il écrit une pièce de théâtre, Le triomphe de la médecine, où il dit « Un homme en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Nous avons une équipe en très mauvaise santé, une équipe malade, mais qui s'ignorait avant de jouer le Sénégal.
Et ces matchs contre le Sénégal, outre mesure, nous aidera à arranger, à bonifier secteur par secteur les secteurs que nous avions vus trébucher. Parce qu'en face de nous, on est tombé des vents plus meilleurs que nous. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, on est tombé des vents plus meilleurs que nous. Avant ce match, je les rappelais que l'unique but que le Sénégal avait encaissé tout au long de cette campagne, ce n'était que face à la RDC au Sénégal, le but de Fiston Kalala. Et depuis lors, il n'avait plus jamais encaissé, jusqu'à ce qu'il rejoue encore la RDC en manche retour. Donc, le Sénégal était sur une dynamique. Nous également, nous revenions d'une victoire face au Sud-Soudan, qui pour moi, je me disais, il fallait déjà très vite oublier cette euphorie et que la qualité de l'adversaire qui allait se présenter après le Sud-Soudan allait être autre que le Sud-Soudan. Le Sénégal, c'est quand même aujourd'hui parmi les top nations africaines. Peut-on espérer une qualification? Je dis oui, parce que le football a toujours ses côtés imprévisibles, comme le disait d'ailleurs Patrick. Les 2 matchs restants, il faut qu'on arrive à le jouer avec la même énergie, redoubler d'ailleurs les efforts pour prétendre à une qualification et prétendre à un faux pas du Sénégal. C'est vrai, aujourd'hui, on a pris notre destin en main, Joyce. Aujourd'hui, on dépend désormais de nos adversaires. Pendant qu'ils seraient en train de jouer contre le Togo, on aura un œil sur le Sud-Soudan-Sénégal. On va se dire, Akuna, comment ça se passe? Donc, vous comprenez que on a seulement perdu notre destin, mais l'espoir, le petit espoir est encore là et ça peut encore nous faire vivre dans cette compétition. J'ai senti dans cette rencontre une équipe de la RDC techniquement vide. On n'a pas vraiment proposé. On est venu en observant l'adversaire, le laissant jouer, et même quand on marquait, le Sénégal était plus calme que la RDC. N'oubliez pas, avant ce match, Joyce, nous, on avait 2 options. À défaut de battre le Sénégal, on pouvait se contenter de match nul pour maintenir ne serait-ce que cet équilibre entre la RDC qui pouvait garder encore sa première place et le Sénégal qui venait juste après. Mais le Sénégal n'avait qu'une seule option, c'est-à-dire battre la RDC et puis passer devant. Le Sénégal avait beaucoup plus de pression avant ces matchs, mais dans le match, on n'a pas compris comment est-ce que cela a basculé. La pression, le soutien du public au stade s'est transformé, à mon avis, à un certain moment en une pression. On sentait les joueurs, ils confondaient vitesse et précipitation, perte des balles dans le rond central. Par moment, Moutoussamy ratait toujours cette dernière passe vers Wissa, par exemple, parce que c'est un gauche à chaque fois, il voulait revenir sur son pied pour trouver Wissa. Et ça, voilà, bon, ça cassait. Il y avait plusieurs problèmes autour de ces matchs. Ça nous a en tout cas mis trop en difficulté, et surtout cette défaite qui arrive au moment où on s'attendait les moins. Est-ce que là, on peut se dire, la RDC, la RDC doit se contenter maintenant d'une place au barrage, sachant que d'autres nations aussi, les nations qui se proposent pour ces barrages ne sont pas le moindre. Et même les barrages, ça fait partie du jeu, ça fait partie c'est réglementaire. Si le chemin de la RDC vers la Coupe du Monde passera par ces barrages, je trouve aucun inconvénient. Mais seulement, mon plus grand regret, c'est que nous avions perdu notre destin. On n'en a plus. On ne sait plus décider sur notre sort. Imaginez un instant si on arrivait à battre le Sénégal. On allait creuser l'écart de 4 points entre nous et le Sénégal. Et on allait assurer notre place confortablement, sans pression pour aller jouer les Togo. Mais maintenant là, on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, un œil sur le Sénégal avant de prétendre à une qualification. Donc, je pense que Sébastien Desabre a assumé du fait qu'il a aligné Arthur Massakou, je n'ai pas compris. On va revenir. On va revenir sur ses choix d'Eo Matomona. On va pas tout aborder du coup. On va d'abord prendre cet élément qui retrace en tout cas les 2 journées, la journée d'avant-match et le match proprement dit. On se retrouve juste après. C'est un destin vers l'histoire qui s'offre à nous. Ne porte pas mieux son nom qu'aujourd'hui. Un rendez-vous avec l'histoire, écrit une nouvelle fois sur une page sombre. RDC Sénégal, un duel au sommet de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui a connu un prélude infernal. RDC, vous faites peur ? Pas du tout. Pourtant, ce sont les Léopards qui ont réellement fait peur aux Lions. Après 25 minutes de jeu, la RDC ouvre le score grâce à Bakambu. La récupération de KMB, ça va peut-être profiter aux Congolais. L'ouverture du score, le premier coup de griffe, le premier coup de Fimbu Chicotte. Il est signé
de Cédric Bakambu qui retrouve l'ami Cédric Bakambu, l'attaquant du Betis Séville qui inscrit son 19e but avec les Léopards. Voilà, c'est un rendez-vous avec l'histoire qu'on doit se permettre de rêver. On a à cœur de bien faire les choses et on est pressé. Ensuite, il double la mise quelques minutes plus tard grâce à Wissa. Avait dû intervenir, attention à ce débordement d'Elia Meshak, le centre de l'ailier de Young Boys de Berne, où il y a Yohan Wissa qui a tenté et qui a réussi à finir. Ça fait déjà 2-0, mais ces Léopards sont décidément très précis, peu d'occasions, mais déjà 2 buts. C'est un coup parfait réalisé par les Congolais. Alors que la RDC célèbre, une conspiration se prépare par Pape Thiaw derrière le dos des Sabres. Pape Gueye réduit la marque sur un but vide, profitant de la frappe d'Iliman Ndiaye qui avait fini sa course sur le montant gauche. Elle est signée Pape Gueye en embuscade sur cette frappe d'Iliman Ndiaye. Nicolas Jackson égalise 8 minutes après les retours de vestiaire. Du pied vers Sadio Mané, la déviation qui va peut-être profiter à Nicolas Jackson. Et oui, l'égalisation de l'attaquant du Bayern Munich, le petit extérieur de Kalidou Koulibaly qui a surpris la charnière centrale. Et le coup fatal est arrivé à 3 minutes du terme. Et ça fait 3 buts à 2. Le pétard qui vient d'être inscrit dans la niche du but de Dimitri Berthaud. Le Sénégal qui vient de renverser les Léopards, d'asphyxier cette équipe, de climatiser le stade des Martyrs. C'est sur cette note que la grande fête de septembre s'est clôturée. Sur les joueurs sénégalais en pleine célébration. Et regardez tous ces Congolais qui sont abattus. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Vous avez suivi les activités des 2 dernières journées de ces matchs. RDC Sénégal, donc l'avant-match, la conférence de presse, les dernières séances d'entraînement et aussi le jour de match. Après ces matchs qui comptaient pour la 8e journée, le Sénégal est en tête avec 18 points, suivi des RDC qui compte 16 points. Le Soudan compte 12 points et occupe la 3e position. Le Togo vient à la 4e position avec 7 points. La Mauritanie, 6 points à la 5e place. Et le Soudan du Sud, bon dernier, avec 4 petits points. Alors, pour espérer se qualifier pour le barrage, la RDC doit s'assurer d'une place parmi le meilleur deuxième, parmi le 9 deuxième des 9 groupes au niveau pour ces éliminatoires. C'est le Gabon qui vient en tête avec 16 points et 19 points. La RDC vient à la deuxième, plutôt le Madagascar vient à la 2e place avec 16 points, en ex-aequo avec la RDC qui a également 16 points. Le Burkina Faso vient à la 4e place avec 15 points. Il est talonné par le Cameroun. Donc, disons jusque-là, si les 4 premiers, soit le Gabon, Madagascar, République démocratique du Congo et Burkina Faso, maintiennent leur performance de victorieux et les équipes qui sont en tête de leur groupe se qualifient directement pour la Coupe du Monde, on aura un barrage africain qui va mettre en opposition le Gabon, Madagascar, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso. Est-ce que là aussi, la RDC a des chances pour pouvoir s'initier à la prochaine étape? Attention, il y a encore match entre la Côte d'Ivoire et le Gabon parce qu'ils sont pas très Non, loin. c'est 0-0. C'était déjà 0-0. Oui, j'ai dit en termes de classement, les Gabon et la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un point d'écart, si je ne me trompe pas, qui sépare ces 2 formations au classement à 2 journées de la fin. Ça peut encore, il peut y passer encore beaucoup de choses entre ces 2 pays. Mais les Gabon, prenons les champions du Gabon parce qu'à l'heure actuelle, c'est les deuxièmes de ces groupes. Oui, il y aura match parce que je l'ai dit toujours, je considère au niveau africain qu'il y a des nations qui se classent, qui méritent d'avoir le chapeau 1 et il y a des nations qui méritent d'avoir le chapeau 2. Quand on voit la physionomie de ces meilleurs deuxièmes que vous aviez présentés, il n'y a que, à l'exception, il n'y a que le Cameroun qui à un certain moment arrive à faire
tête aux équipes du chapeau 1. Mais les restes, c'est vraiment des vrais dauphins. Des nations. Ça fait aussi un temps, les Cameroun est presque Oui, inexistant. le Cameroun qui a perdu. Même si l'effectif le pédale. actuel est vraiment considérable. Effectivement, le Cameroun a perdu un peu de points et un peu de pédales, mais ça reste toujours dans le lot des équipes qui arrivent à titiller les chapeaux 1. Mais si on regarde les autres, la physionomie ces autres pays meilleurs deuxièmes, ce sont des pays du chapeau D et des pays qui justement jouent un bon football, mais ça manque un déclic. Ça manque quelque chose pour pouvoir aller titiller, aller regarder les autres pays du chapeau 1 droit dans les yeux. Donc ça sera l'étape des barrages très très ouvert. Ça sera vraiment ouvert pour tous ces pays qui sont encore en lice. Les Gabon qui est en train de faire une campagne de qualification de très très grande envergure dans ces groupes. Les Gabon, on le sait, les oppositions entre les Gabon et la République démocratique du Congo, il y a toujours eu l'intensité, le feu. On doit se rappeler, on a joué à plusieurs reprises des rencontres et des qualifications en Coupe d'Afrique des Nations. On sait comment ça se passe. On s'est rencontré également en Coupe d'Afrique des Nations à quelques reprises avec ces pays. On sait que c'est toujours des rencontres très très engagé, très très difficile pour les pays. Si on doit prendre aussi les cas avec le Burkina Faso qui reste un pays de football, un pays qui met en difficulté des fois la République démocratique du Congo. On joue souvent des matchs des matchs amicaux. C'est les pays d'ailleurs qui se présentent très disponibles pour les demandes de la République démocratique du Congo. On a toujours eu des difficultés pour s'imposer devant le Burkina Faso, même si un match officiel, ça restera un match très très ouvert pour la République démocratique du Congo. On a vu, oui, le Sénégal nous a battus, mais ils se sont fait peur à un certain moment de la rencontre. Et même l'Afrique s'est fait peur. Oui, bien sûr. Le Sénégal n'a pas encaissé pendant toute cette période, je dirais pendant un long moment. D'ailleurs, 2 buts face au Sénégal et puis mener le Sénégal par 2-0. Je pense même que ça date de très longtemps. Ouais, bien sûr. Donc la République démocratique du Congo, par rapport à cette étape des barrages, a aussi une chance de pouvoir espérer. Parce que quand on voit le Madagascar, ce n'est pas non plus une foudre de guerre. Le Madagascar reste sur le champ de la RDC. Quand on voit le Burkina Faso, on peut faire tête. Quand on voit les Gabon, on peut faire tête. Donc, on a encore une possibilité de pouvoir s'imposer. Comme le disait Deo, le plus grand problème, c'est parce qu'on n'a plus le destin à main. Là, on est en train de faire des calculs et la procédure devient très longue. Ouais. Alors on est resté qu'avec 3 matchs. Avec ces 3 matchs, on avait besoin d'une victoire ou d'un match devant le Sénégal et pouvoir s'éclater lors des 2 dernières journées. Mais là, la procédure devient tellement longue que l'espoir devient de plus en plus l'espoir est s'envoler. Ouais, bien sûr, l'espoir est de plus en plus rétréci et ça devient compliqué parce que la République démocratique du Congo avait besoin d'une victoire devant les Togo et devant le Soudan du Nord, ce qui reste possible. Et si on doit le dire sur papier, le Soudan viendra ici à Kinshasa, c'est possible pour la RDC de s'imposer. Les matchs devant les Togo, on sait que ça reste ouvert pour la République démocratique du Congo de s'imposer, mais imaginons maintenant les scénarios de cette étape des barrages. Rencontrer par exemple les Gabon, on sait que le calcul devient un peu compliqué, on redistribue les cartes. Rencontrer par exemple le Cameroun, parce qu'il reste encore 2 matchs. Le Cameroun peut aussi prétendre à avoir une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes qui vont se qualifier. Ça sera compliqué. Devant le Burkina Faso, je l'ai dit ici, ça reste une nation qui complique la République démocratique du Congo. Donc on se rend compte qu'à un certain moment, juste pour un match, la République démocratique du Congo qui avait 60% justement des chances de se qualifier, a maintenant moins de 15% de se qualifier, ça devient compliqué. Donc, il faudra, comme je l'ai dit toujours, je reste analyste et réaliste. Sur le plan réel, je sais que ça devient compliqué, mais sur le plan analytique, je sais qu'il y a encore des possibilités pour la République démocratique du Congo de se qualifier. La case de part pour la RDC au cas où on finissait 2e et parmi le meilleur 2e. Case de part, là on a vu, c'est juste un ébauche, ça peut changer. Le Botswana peut aussi se retrouver. Bien sûr. Même la RDC peut aussi perdre la deuxième meilleure place. La 2e meilleure place, ou encore se retrouver premier aussi. Donc, bien sûr. Tout peut changer. On parle des possibilités, mais restons dans l'hypothèse où la RDC s'est retrouvée, en tout cas, au barrage, avec ces classements qui se présentent, où l'on retrouve le Gabon, Madagascar, RDC et les Burkina Faso. Et aussi, avec une petite chance, on peut retrouver le Cameroun. Oui, ça peut se faire. Est-ce que la RDC devant ces nations
peut espérer arracher l'unique place africaine qu'il lui enverra à la phase des fatidiques ou décisives. Joyce, le problème n'est pas seulement la qualité de nos adversaires à affronter lors de ces phases de barrage, mais le problème, c'est aussi le dispositif mental et moral avec lesquels nous allons pouvoir les aborder. Si nous décidons de rester là où nous sommes tombés, tant pis pour nous. Mais si nous décidons de nous relever et de voir l'avenir autrement, tant mieux pour nous. Parce qu'on peut l'aborder avec un mental de guerrier, oubliant cette défaite, oubliant tous les dégâts, je vais dire, collatéraux après cette défaite, cassure au stade, les critiques qui continuent à s'abattre dans les réseaux sociaux. Si on décide, si nos athlètes décident d'oublier cela et de se revêtir d'un autre mental, on peut aborder, que ce soit le Gabon, que ce soit le Madagascar ou encore le Cameroun. Mais tout dépendra d'abord du discours de l'entraîneur. C'est ce qui va changer le mental du groupe et puis aller les aborder. Parce que si aujourd'hui on se dit... Est-ce que lors du dernier match, on va dire que c'est le discours de l'entraîneur qui a fait mouche? Les matchs contre le Sénégal, je n'étais pas dans les coulisses du vestiaire, mais je pense qu'on n'a pas étancher la joie qu'on a acquise contre le Sud-Soudan. Il y a une petite euphorie qui nous incarnait encore. On a eu l'impression de la toute-puissance. Exactement. On se disait, voilà, on vient déjà d'infliger un score fleuve au Sud-Soudan. Le Sénégal, qu'il pleuve ou qu'il neige, en tout cas, à un certain moment, on a semblé ignorer aussi la force et la qualité de notre adversaire en face, qui était le Sénégal. Donc, pour répondre à votre question, chère Joyce, la qualité de nos adversaires, je vais bien. On peut beau dire les Madagascar devant la RDC, peut-être que ça représente rien, mais le mental, ça compte beaucoup dans la manière dont vous allez aborder cette rencontre. Parce que si vous vous dites que c'est déjà fini pour nous, on va commencer à vous prévaloir de votre propre turpitude, c'est fini, vous n'allez plus avancer. Mais si vous décidez de dire, voilà, on est tombé, mais on peut aller chercher cette qualif. Là, on dit toujours que le sport fait vivre. Ce que vous décidez, et c'est ce qui va arriver aussi. Donc, tout dépendra de comment est-ce qu'ils sont en train de recevoir ces critiques non-obstant acerbes du public congolais. Il faut aussi comprendre leur frustration. Ils étaient nombreux au stade et ça peut se comprendre. Mais maintenant, il faut passer à une autre étape. Il faut aller de l'avant pour offrir quand même cette qualification, une qualification qui fera oublier à tout un peuple ces désastres. J'aimerais que l'on commente un tout petit peu l'avant et l'après-match RDC-Sénégal, puisque avant ces matchs, nous étions au stade, on a vu comment ça s'est passé, l'organisation, comment elle était catastrophique, les billets, normalement le stade des Martyrs devait accueillir 55 000 personnes, on est allé au-delà du double, parce que vous êtes témoin que même la tribune de presse était envahie. On a des images où on voit même des dames en train d'escalader les barrières pour accéder à la zone de presse où il y avait les diffuseurs, il y avait les médias internationaux, il y avait les médias locaux, les adversaires. Ils ont retenu des images qui ont coûté très cher. Très cher au pays, bien sûr, même si en termes de points, non, mais en termes de finances, oui, on va dire que l'organisateur n'a pas aussi rendu le bon service à notre pays. Excusez-moi de les dire, je ne sais pas si ça sera autorisé par vous, mais j'ai comme l'impression que pour avoir une très très bonne sécurité au stade des Martyrs, il faut la présence du chef de l'État. Alors que tous nous sommes citoyens. Ça, c'est un aspect. Oui, bien sûr. C'est un aspect que l'on apprécie. Parce que mais lorsque le chef de l'État n'est pas là. Parce que je pense que si les chefs de l'État étaient présents au stade, on n'allait pas avoir tout ce qui s'est passé. Parce que, excuse-moi de les dire, je dois les dire à la télé, tous ceux qui étaient au stade n'ont pas payé des billets. Parce que moi, j'ai vu des gens escalader les murs aidés par les éléments de la police qui persévèrent. Non, on ne cite pas les noms des gens qui ont aidé les autres. Alors, maintenant, ça devient très compliqué parce qu'ils ont participé justement à la gestion et à la sécurité de cette explication. Si on n'a pas quelqu'un qui sait faire un suivi qu'il faut pour pouvoir sécuriser la population au stade, ça devient très compliqué. À votre avis, à la place de la police, on pouvait peut-être engager MB de je vais faire encore le placement ici. Excusez-moi. On pouvait engager une structure de sécurité qui pouvait faire le job, comme ce fut le cas lors des Jeux de la francophonie. C'était juste
une structure de sécurité qui a tout fait. Normalement, si on était dans un pays qui se respecte, il doit y avoir des enquêtes pour d'abord la personne qui a vendu les billets, qui a vendu les billets, pour comprendre combien de billets on a disponibilisé, le nombre de gens qui étaient au stade. Maintenant, s'il y a une adéquation entre le nombre de billets vendus et la présence des gens au stade, maintenant c'est les responsables de la sécurité qui doivent justement répondre de ce qui s'est passé au stade. Parce que comment on a eu par exemple 60 000 billets ou 70 000 billets vendus, alors qu'au stade on a vu plus de 150 ou plus de 100 ou 110 000 personnes. C'est que la sécurité a failli. Et comment tous ces gens-là ont eu l'opportunité d'accéder au stade des Martyrs? C'est qu'il y a eu des coopérations sur le plan interne. Ils ont perçu quelque chose pour laisser les gens entrer librement au stade. Et là, ils doivent répondre. Ils doivent répondre parce que le pays a perdu beaucoup de chaises dans ces stades. La majorité, lorsque vous regardez les images, on va pas balancer pour ne pas faire la promotion de la violence, mais lorsque vous regardez les images des personnes qui étaient en train de détruire les chaises dans les stades, les sièges bien sûr, c'était que de jeunes, à peine 12-13 ans, et ces jeunes qui généralement ne payent pas de billets. Il y a d'ailleurs la question que je me posais. J'ai regardé certains, bon, pour ne pas minimiser, mais j'étais en train de regarder certaines personnes. Celui-ci aussi a payé 10 000 francs pour accéder au stade. C'est quand même compliqué pour ne pas minimiser quelqu'un, mais moi j'ai vu, je peux le rappeler, moi j'ai vu des gens aider des personnes pour accéder au stade, pour ne pas citer comme vous l'avez dit, mais si on ne cite pas non plus les noms, on va pas décourager ceux qui font ce genre de pratiques. On respecte un peu la ligne. Hein, ouais, bien sûr, mais ça reste quand même compliqué. Les pays, si on a vraiment besoin de pouvoir pointer le doigt les responsables de ce qui s'est passé au stade des Martyrs, on doit procéder par des enquêtes pour comprendre qu'est-ce qui a failli. Et la responsabilité revient réellement à qui? Parce que du côté sécurité, ils ont failli. Du côté ceux qui ont vendu les billets, ils ont aussi failli. Parce qu'ils devaient normalement mettre à la disposition, que ce soit de la presse ou du public, les nombres exacts de ceux qui ont acheté les billets pour que nous puissions comprendre. On ne sait même pas quel est le nombre de personnes qui ont accédé au stade. Et imaginez que même les journalistes qui étaient au stade ont manqué de la sécurité à un certain moment. Mettre les journalistes, que ce soit internationaux ou c'est du pays, ensemble avec le public, on sait comment les publics réfléchissent. Les publics, des fois, au stade, ne réfléchissent pas. Et il peut y avoir des problèmes, des casses. Et même, aujourd'hui, on taxe les producteurs des rencontres et de tous les mots. Mais imaginez ceux qui sont venus dans la tribune des presses. Est-ce qu'ils savaient même qu'il y a des câbles qu'il ne faut pas toucher pour ne pas perturber la retransmission du match? Ça, c'est aussi un problème. On a aussi remarqué que les images de la retransmission ne pouvaient pas nous produire plusieurs angles, certainement parce que les câbles ont été peut-être fracassés. Effectivement, le pays a perdu. Et pour revenir toujours par rapport à ces faits, je me pose toujours des questions de savoir c'est quoi la relation entre les chaises du stade ou l'infrastructure qui est le stade des Martyrs et les résultats. Il y a une adéquation parce que les chaises là ça énerve. Non, mais ça va énerver en quoi? Ça va énerver en quoi? Parce que les résultats, il y a eu des gens qui l'ont produit au stade, mais ce sont des humains. Ils ne contrôlent pas non plus la réalité. Ce qu'il faut accepter, c'est que on était en face d'une nation qui était plus forte que nous. Ça s'est remarqué sur les terrains. Tout Congolais qui se respecte, qui a regardé le match Sénégal-RDC, c'est que le Sénégal a amplement mérité sa victoire parce que sur le terrain, les joueurs sénégalais se sont donnés du début jusqu'à la fin. Et pourquoi aller chercher à casser des chaises, même si on est frustré? Ça reste le football. Patrick Bouéré, on a vécu, hein, j'étais avec le confrère Claudia Mangoula, on a vécu un calvaire pour accéder au stade alors que nous étions accrédités pour ces matchs. Nous sommes arrivés à l'entrée où il est ri. Non, le stade est tondi alors qu'à l'intérieur, il y a la place de la presse réservée. Et même ceux qui sont à la sécurité ne connaissent pas que le journaliste a une tribune. Que la police ne sait pas que le journaliste avait une tribune réservée qu'aux journalistes. Je suis étonné de le savoir. On était obligé de changer d'entrée, aller à l'entrée Kassavubu pour arriver là-bas. Et si on regarde d'abord là où on a écrit, on a dit que les éléments de la police doivent laisser d'abord passer et puis sécuriser ceux qui portent justement ces badges. C'est compliqué. L'anecdote, on arrive. Bon, on s'est faufilé quand même. Il y a certains policiers, lorsque vous présentez les badges journalistes, on vous laissait passer. On passait, on est arrivé à une barrière où on a vu plein de policiers. Heureusement, on a vu un colonel que je remercie d'ailleurs, le colonel Charlie,
lorsqu'on a justement appelé Colonel Charlie, nous sommes des journalistes, il nous a directement protégés. Nous avons un sérieux problème, pas seulement pour ces matchs, même dans l'histoire, même dans les matchs à venir, on a un sérieux problème dans la gestion de telles foules dans différentes rencontres à foule Mais élevée pendant comme les Jeux ça. de la francophonie, on n'a pas vécu ça. J'en arrive. Merci Et je vais vous dire le pourquoi. Allez-y. C'est parce que les personnes qu'on nous met pour nous sécuriser commencent déjà par eux-mêmes être un danger pour nous. Celui qui a la sécurité, et il ignore que il y a une place réservée aux journalistes. C'est déjà grave, c'est déjà un problème. Chevron. Alors, et des gaz. Non, gaz, on peut supporter. Chevron, mais sécurité en Ghana. J'ai dit ce que j'ai vécu. Et sécurité en Ghana. Les journalistes au Laxi Badge, donc tu sens vraiment que tu es en insécurité. Justement, soit ils sont pas éduqués pour ça. Soit ils connaissent pas ce qu'ils Soit ils connaissent pas. Parce qu'en temps réel, il y a des instructions fermes qui sont données. C'est vrai, la police peut-être pas trop dans ce genre de rencontres. On utilise vraiment de personnes habilitées qui connaissent les sports, qui savent qu'il y a des officiels de des équipes, il y a des journalistes, il y a de tels invités, de telle nature et autres. Mais nous, ce qu'on remarque, c'est que quand on dit déjà à un policier, le stade est rempli, mettez tout le monde dehors, il n'en tient plus compte. Comment voulez-vous les journalistes se retrouvent en dehors du stade, mais les personnes qui n'ont pas de billets se retrouvent à l'intérieur. Outre les journalistes, il y a aussi ceux qui ont payé des billets qui sont aussi dehors, justement, et ceux qui n'ont pas payé des billets à l'intérieur du stade. C'est incompréhensible. C'est pourquoi nous devons être sérieux. Nous devons diligenter les enquêtes pour élucider les circonstances dans lesquelles nous sommes passés des 55 billets à plus de 120 000 personnes. Comment est-ce que nous sommes passés de personnes qui avaient des billets à l'extérieur, mais ceux qui n'avaient pas de billets à l'intérieur pour créer les désordres. Comment ça? Vous avez des personnes responsables, les journalistes, mais vous préférez les pourchasser pour maintenir ceux qui vont casser des chaises à l'intérieur. Donc, donc occuper la place des journalistes par les gens qui n'ont pas de billets, c'est ça? Exactement. Et la plus mauvaise image que nous avons, c'est que on se retrouve mêlés, journalistes, supporters, dans un seul endroit. Et vous savez que nous tenions des avis sur le plateau de télé, les avis qui ne sont pas toujours les bienvenus dans le chef des supporters. On va vous régler des comptes. Certains supporters des clubs qui sont moi je l'ai vu, il y a une consoeur qui a été pourchassée au stade des Martyrs. Alors, on peut vous régler des comptes. Certains supporters, pour que je ne cite pas les noms ici, mais elle a été pourchassée comme il faut. Voilà, on peut vous régler des comptes comme ça. Donc même nous, journalistes, nous sommes en danger en venant couvrir les rencontres sportives. Particulièrement le football, parce qu'on se met en danger. Donc, ici, je voudrais qu'on élucide vraiment les circonstances de chaque secteur. La structure, je ne veux pas citer les noms, la structure est censée vendre les billets. Est-ce qu'il a réellement disponibilisé 55, bon, dans les 55? Non, il faudrait également parler de ça. Non, il faudrait également parler de ça. Non, peut-être que vous allez encore me dire. Non, attendez, c'était de l'amateurisme. Il faut soulever ces points. Illico Cash, qui réouvre la billetterie, même au-delà, je sais même pas comment dire. Du nombre prévu. Au-delà du nombre prévu, même lorsque le sold out avait été annoncé, Illico Cash continuait à vendre les billets. Ça, c'est de l'amateurisme. C'est déplorable. Parce que moi, j'ai vu les gens chercher les billets même le jour du match. Les jours du match. Alors qu'on avait déjà annoncé sold out, on était en conférence de presse. Les gens achetaient les billets sans avoir les billets. Le mieux à faire, dans les 55 000 places que la CAF a recommandé pour la RDC, dans ces stades, on devait répartir. On a autant de journalistes accrédités, moins les 55 000, on va rester tel nombre, tels officiels, et on va vendre autant de billets. C'est comme ça que ça s'est fait. On va vendre autant de billets. Et dès qu'on atteint déjà les sold out, qu'est-ce qu'on va faire? On communique. On ne vend plus le billet. Ceux qui vont venir s'acheter le billet, sachez que vous serez dans le faux, vous serez dans le, je ne sais moi, dans la contrefaçon. Vous n'allez plus avoir l'originalité du billet. Il fallait que de tels communiqués, de telles annonces soient faites. Mais malheureusement, même ceux qui prenaient la direction du ministère des Sports, il y avait un stand Illico Cash, ils s'appropriaient les billets. On vendait les billets Au stade Père Raphaël de la Quétule, la même chose. Ce qui fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans un débordement, en tout cas qu'on pouvait pas imaginer. On peut dire même que d'ailleurs, ils ont escroqué certains citoyens. Parce que, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on a vu plusieurs personnes décrier les faits qui sont restés dehors, détenteurs de billets, détenant les billets. Ça, c'est de l'escroquerie. Et ça, on peut pas l'accepter, on peut pas l'admettre. Comme ça, dans le futur,
les pays risqueraient d'avoir... D'ailleurs, on est sous les sanctions sont inévitables. Ça va venir, d'ailleurs. J'ai vu une vidéo. Allez rapidement. C'est vrai, Joyce a dit on va pas faire la promotion de l'avion. Mais j'ai vu une vidéo où les petits gamins pourchassaient les Sénégalais qui avaient leur zone recommandée même par la CAF. Ils pourchassaient les Sénégalais avant le match. Il n'y avait même pas la sécurité. Il n'y avait même pas la sécurité pour ces gens. Pour ces gens-là, alors que lorsque ces gens de rencontres, c'est vous qui recevez l'adversaire, vous êtes censé de le protéger. L'équipe, mais également leurs supporters. La place réservée au Sénégal devra être respectée. Mais qu'est-ce que les petits gamins, ils jetaient même les projectiles. Ou alors on doit interdire à ces gamins l'accès au stade. Alors que ce match, Patrick, s'il vous plaît, alors que ces matchs pouvaient servir d'un gage de motivation pour les autres prochaines rencontres en termes de la foule, de la masse. On pouvait se dire, voilà, on était là lors du match Sénégal, on était en sécurité, c'est que nous pouvons revenir dans les autres matchs. Mais malheureusement, ces matchs a laissé un goût amer. Et pour ceux qui étaient dans les stades, je parle des responsables. Les responsables qui étaient dans les stades et les autres responsables en dehors du stade, détenteurs de billets qui n'ont pas pu accéder, ils sont très déçus. Je ne sais pas comment ces gens-là vont faire pour revenir au stade. Un moment, je suis sorti pour voir. J'avais besoin de vous rafraîchir, de me rafraîchir un peu, même si l'accès, même pour sortir, le barrière même de l'entrée média était fracassé aussi. J'ai vu la foule à l'extérieur. Donc, ces personnes ils ne regardaient même pas le match. Oh là c'est là. compliqué. Mais même derrière l'ambulance, au-dessus de l'ambulance, on oublie que l'autorisation pour que le Léopard joue au Stade des Martyrs, ce n'est pas non plus une autorisation très claire de la FIFA. Parce que la FIFA nous a autorisé, c'est une autorisation partielle. Après tout ce qui s'est passé sur le plan des infrastructures, on a cassé des chaises, mais sur le plan sécuritaire, la FIFA va sentir également de l'insécurité. On doit savoir qu'il y a eu des officiels de la FIFA au Stade des Martyrs qui ont vu tout ce qui s'est passé. On a vu de l'incapacité des gens qui devaient assurer la sécurité quand les journalistes faisaient appel à ceux-là pour venir faire sortir tous ceux qui sont entrés dans la tribune des presse. On a vu de l'incompétence, on a vu... Non, mais on a quand même vu un élément de la police, même si, j'ai dit c'est insuffisant. Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Même si c'était insuffisant, mais qui a réussi à mettre les journalistes en sécurité. Les personnes qui ont débordé, qui ont violé la tribune de presse, ces policiers a demandé à ces gens de pouvoir s'éloigner le plus loin possible des journalistes pour permettre à ce que les biens des journalistes ne soient pas menacés. En 10 secondes, s'il vous plaît, en 10 secondes, je voulais dire un truc. Nous devons apprendre à ceux qui fréquentent les stades, aux supporters de clubs, au public, nous devons leur apprendre la sportivité. Fiston Maël Kalala a égalisé dans les temps additionnels au Sénégal. Ça laissait un goût amer. Les Sénégalais aussi pouvaient réagir de cette façon, en jetant les projectiles sur le terrain, en menaçant nos joueurs. Mais nous, d'ailleurs, on menait au score. Mais il y a certains supporters qui jetaient des projectiles. Alors, et c'était les joueurs sénégalais qui essayaient d'évacuer les projectiles sur le terrain. Ça ne vend pas la bonne image de notre pays. Ça, on doit avoir... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour j'ai une faire proposition. Ma proposition, c'est de pouvoir engager des brigades qui s'occupent du stade. D'abord, ces brigades-là doivent être formées en avance sur la réaction des supporters, comment l'organisation des stades, la tribune des officiels, la tribune de presse, qui est quoi? Éloigner la police des zones de vente de billets et des zones de sécurité des supporters. Les stades des Martyrs, en termes de barrières aussi, en termes de portes, les stades n'est pas non plus bien sécurisé. Parce que lorsque vous accédez déjà dans la parcelle du Stade des Martyrs, on sait que vous êtes déjà autorisé à accéder au stade. Alors qu'il y a possibilité de pouvoir vraiment... Moi, j'ai vu lors des Jeux de la francophonie, j'ai vu comment est-ce que la foule était maîtrisée. La francophonie, vous savez ce qui a fait peur au public? Parce que même par-dessus les stades, on voyait les gardes républicains. Non, c'est même pas par rapport à ça. Là, c'est lorsque le président de la République était... Justement, non, quand le président est là. Après, on voyait voyait qu'il y avait des barrières pour surveiller ce qui on allait suivre le match, le combat des judo, non, parce qu'au-delà de la police, il y avait d'autres services de sécurité. Voilà. Je ne veux pas citer le nom de l'entreprise, mais il y avait le service de sécurité qui assurait. Loin de la police, en tout cas, la police n'avait rien fait et on n'a eu aucun incident. Et ce qui fait mal, c'est que hier, il y a eu casse au stade, mardi, il y a eu casse au Stade de Martyrs. On a vu, il y a les images qui circulent, 0 arrestation,
zéro interpellation. Mais il y a Et là, des ça images. va. Enquête. Merci beaucoup, ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a peut-être les enquêtes, peut-être on espère que la police professionnelle qu'elle est, elle va faire son travail pour arrêter ces gens, le fauteur de troubles, afin de le mettre à la disposition de la justice. Parce que dans quelques jours ici, les représentants de la RDC aux interclubs de la CAF vont utiliser ces infrastructures pour leurs matchs. Si ces stades fermés, ils seront obligés d'aller jouer à Lubumbashi, loin de leur fief. Même la RDC, l'équipe nationale. Bon, l'équipe nationale, oui, là-bas, Donc, on il y aura ferme quand les même stades. des supporters. Ah mais oui, les aides du Congo je comprends. à Lubumbashi, c'est compliqué. Je comprends. Ou alors, il faudrait payer les billets pour les supporters pour aller suivre le match à Brazzaville. Ça sera encore très compliqué pour Mané Maignan, qui, au-delà de jouer loin De son fief. Kindu, il va devoir perdre un stade qui lui permettra de se produire ici à domicile. S'il vous plaît, permettez-nous de vivre du bon spectacle lorsque nous nous retrouvons au stade pour suivre le match. C'est des comportements que nous vivons presque chaque saison au niveau de la Lina Foot. Il n'y a rien qui s'est fait. Et aujourd'hui, le monde entier a vu, avec le numérique, le monde entier a vu le comportement de nos supporters. Ce n'est pas bon. Merci, cher ami, de pouvoir passer à notre émission de ce soir. Déjà? Ouais, déjà, on est arrivé. C'est allé très vite. Hein? C'est allé très vite. On n'a pas placé un mot sur le choix de décembre, mais bon, peut-être prochainement. Voilà pourquoi je disais, si on plaçait un mot, on allait épuiser. On allait tout Il faudra épuiser. aussi rappeler aux téléspectateurs, c'est très important, ce n'est pas un fait à pouvoir mettre les cœurs. Mais la République démocratique du Congo, comme vous l'avez souligné, vous avez posé une question de savoir par quel miracle la RDC peut encore s'est qualifiée. C'est important de le souligner. Il y a encore 2 litiges au niveau de la FIFA. Jusqu'à présent, la FIFA n'a pas encore rendu à trancher ces 2 verdicts. Le Soudan, qui a porté plainte contre le Sénégal pour l'alignement illicite du joueur Hassan Diao, un joueur qui a joué avec la sélection espagnole. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, la preuve est que le joueur n'est plus appelé régulièrement avec la sélection sénégalaise depuis que le Soudan a déposé cette plainte. Et il y a aussi les dossiers entre le Soudan et la République démocratique du Congo. Certaines personnes pensent que les dossiers est clos, mais non, la FIFA n'a pas encore tranché. Dans les 2 cas, le Sénégal est sous pression. Pourquoi? Parce que si la RDC a raison devant le Soudan, le Sénégal passe devant. Si le Soudan a raison devant le Sénégal, la RDC passe devant. Donc, le Sénégal a l'obligation de pouvoir faire en sorte que les 2 dossiers qui traînent entre la RDC et le Soudan ou entre le Soudan et le Sénégal ne passent pas. C'est aussi un miracle que les publics congolais attendent. Si on doit expliquer rapidement en quelques secondes les dossiers Hassan Diao entre le Soudan et le Sénégal, c'est que Diao, qui a joué avec l'Espagne, n'a pas attendu 3 ans pour pouvoir porter les couleurs du Sénégal. Donc, sur le plan réglementaire, c'est un fait qui n'est pas autorisé par la FIFA. Procéduralement parlant, le Sénégal a failli. Et si la FIFA étudie très bien les dossiers, les Soudans peuvent avoir raison sur les Sénégalais. Et la République démocratique du Congo, on sait tous la situation avec les joueurs qui a joué sans passeport soudanais. Ça, c'est un dossier vraiment qui tient à cœur du côté de la République démocratique du Congo, et on espère par miracle, je ne dis pas que ça sera le cas, j'ai juste donné de l'information parce que on est en train de chercher encore on risque de vous coller quel miracle. Non, c'est de l'information. Je ne dis pas que la République démocratique du Congo a raison d'office, mais ce sont des litiges qui sont encore, oui, bien sûr, en étude du côté de la FIFA, et on espère, on croise les doigts. Voilà pourquoi on dit que la RDC a l'obligation de pouvoir jouer les 2 dernières rencontres avec la motivation, parce que on ne sait jamais ce qui peut advenir à la fin. On a remarqué beaucoup de choses. Peut-être les tacticiens vont vont un peu nous contredire, mais ceux qui ont regardé les matchs ont vu qu'au début du match, le respect de l'emplacement sur le terrain, l'animation, la disposition sur le terrain, c'était parfait. Mais à peine 15 minutes, il est méchant qui était fatigué, il ne défendait même plus. Batu Binsika ne faisait plus. Et puis la variation au cours des matchs, ne faisait plus le pressing. Moutou Sabili était presque fatigué. Noah Sadiki ne s'est retrouvé même plus sur le terrain. On n'arrivait même plus à comprendre ce qui s'est passé. Et à quelques 15 minutes de la fin de la première période, Iliman Ndiaye a compris que le point faible de la RDC était Arthur Maswaku. Tout le monde a vu que Arthur Maswaku
était faible devant Iliman Mais Ndiaye. il a fini les matchs. Mais avec plusieurs défenseurs, Joris Kaimbe, Axel Twanzebe et autres défenseurs sur le banc, messieurs de Sabre a préféré garder le joueur Masuaku, ce qui a fait en sorte que le premier but est arrivé sur le côté de Masuaku. Le troisième but est arrivé sur le côté de Masuaku aussi, et un but annulé. Celui-là, marqué par lui d'ailleurs, un autobut, un but contre son camp. Contre son camp. Oui, c'est Arthur. C'était aussi sur le côté de Masuaku que cette action est venue. Donc ça veut dire que la faille était de ce côté-là. Les Sénégalais ont insisté jusqu'à trouver la victoire sur notre sol. Alors, on n'a pas assez de temps pour discuter. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci. Il y a Merci, beaucoup à Joyce. dire. On trouvera peut-être d'autres opportunités. Non, c'est pour toujours en un honneur parler. pour nous. Un honneur de passer sur ce plateau surtout. Moi, je l'ai toujours dit, avoir un confrère, journaliste intelligent, et surtout directeur de son État, c'est pas simple. Merci beaucoup, Patrick. Merci à tout le monde qui nous a suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Vous comprenez l'air déçu que nous avons, mais avec le même plaisir, la même énergie pour vous présenter un nouveau numéro des Samedi Sport. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.